Bah, il y a un des collègues qui savait que si j'avais ce mot-là qui me vient, il fallait peut-être le noter, donc il l'avait noté. Et dans l'après-midi, le collègue vient me voir, il me dit, écoute Bob, c'est étonnant, voilà, le mot que tu as noté correspond au nom de la rue où demeure la grand-tante de la personne qu'on recherchait. Il est décidé de mettre une planque dessus, et 3 jours après, la personne qu'on cherchait était interpellée. Bienvenue dans cette nouvelle interview en studio du Média en 442. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Robert Martin. Bonjour. Bonjour, Kate. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eh oui, voyez, tout arrive. Un flic. Ex-flic. Vous nous spoilez un peu là. En tout cas, je suis ravie de vous recevoir pour justement la sortie de votre livre Flic guérisseur chez Mama Édition. Ouais. Alors, c'est pas tous les jours qu'on reçoit effectivement un flic, même si ex-flic, mais encore moins un flic guérisseur. Alors merci, merci vraiment d'être avec nous. Merci à vous. Je vais rappeler quand même votre parcours, un petit retour sur votre carrière pour qu'on sache qui vous êtes. Alors vous étiez donc à la police nationale, vous avez gravi les échelons au sein du 36 quai des Orfèvres. Vous avez été affecté à la BRB, alors c'est la brigade de répression du banditisme, à la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, à la section antiterroriste de la brigade criminelle. Vous avez également été au service de la protection des hautes personnalités. Et puis, vous avez participé à de nombreuses enquêtes de grands dossiers comme l'affaire Guy Georges, l'affaire Mera, l'affaire Lady Di, le gang des barbares. Ça, c'est entre autres. Alors, votre livre, c'est un livre autobiographique que j'ai beaucoup apprécié. Merci. Je l'ai lu très rapidement. Il se lit vite. Il se lit vite, trop vite même, trop vite. Et justement, j'ai plein de questions à vous poser parce que j'ai senti une certaine retenue, peut-être, vous me direz si j'ai raison ou pas, avec beaucoup de pudeur et une hypersensibilité que vous avez couchée sur le papier. Et du coup, Alors c'est bien ce que vous avez ressenti parce que c'est exactement ce que je voulais faire de ce livre, quelque chose qui touche les gens, que les gens perçoivent quelque chose qui est de l'ordre du subtil. Alors c'est pas forcément écrit, mais la manière dont les mots s'alignent et se suivent donne une impression on découvre une certaine sensibilité que j'ai. Alors, on la découvre et on la ressent. Alors moi, je l'ai beaucoup ressenti en vous voyant encore plus, je crois, que je me trompe pas. Et c'est vrai que ce livre, pourquoi je dis que j'ai été un peu frustrée, parce qu'avec la carrière que vous avez eue, forcément, vous avez vécu des choses beaucoup plus extraordinaires que ce que vous racontez dans ce livre. Mais on va y revenir parce que cette famille de flics, cette carrière au sein de la police nationale, cette grande famille, comme vous l'appelez, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce qu'un flic guérisseur est compatible avec le métier de flic ? Alors c'est vrai que le titre, ne serait-ce que le titre flic guérisseur, je vais vous raconter cette anecdote. Le livre venait de sortir et on a eu des problèmes de distribution. Donc quelques jours après la date officielle de sortie du livre, je me suis rendu à la Fnac, et à une Fnac, je le trouvais pas, donc je pose la question au vendeur en lui disant voilà, je cherche un livre. Il me dit oui, quel titre? Je lui dis flic guérisseur. Et là il me regarde étonné, il me dit mais c'est pas possible, ça. Je lui dis pourquoi? Il me dit mais flic et guérisseur, ça va pas ensemble. Ça, vous voyez, donc ça correspond à ce que peut imaginer le public. Alors, moi, je trouve que ça va très bien ensemble. Voilà, mon point de vue est le suivant. Le flic est là. Le flic, c'est un gardien de la paix. Ce qu'on oublie beaucoup, c'est gardien de la paix. Souvent, d'ailleurs, on emploie le mot force de l'ordre. Ce qui me déplaît particulièrement, je dirais plus force de sécurité et gardien de la paix plutôt que flic et forces de l'ordre. Donc les gardiens de la paix et les forces de sécurité auxquelles j'ai appartenu sont là pour soigner la société, pour retirer certains maux, certaines maladies de la société qui la gangrènent, qui fait que la société se porte de moins en moins bien. Et les flics sont toujours là pour essayer d'apporter un remède, d'apporter quelque chose. Et le guérisseur que je suis et que j'étais en tant que flic,
touche l'âme, touche l'individu. Donc là, le fait d'avoir quitté le métier de flic, mais de maintenir le métier de guérisseur, je suis dans le soin de l'âme, dans le soin individuel, dans l'unité, quoi. Et pourtant, ce don de guérison, vous avez eu l'occasion de l'exercer au cours de votre carrière au sein de la police nationale. De nombreuses fois, oui, de nombreuses fois. D'ailleurs, dans le livre, vous vous êtes aperçu que je raconte certaines anecdotes de soins particuliers prodigués à des collègues au sein des différentes brigades auxquelles j'ai appartenu, des différentes unités, et à chaque fois, ça a toujours été un étonnement. Vous l'avez décrit, j'ai commencé tout petit au sein de la police nationale. J'ai commencé même en tant que vacataire agent de bureau, donc c'était le bas de l'échelle. Et à chaque fois que j'ai gravi des échelons, et à chaque fois surtout où je gravissais une forme d'échelon, mais il y a une classification dans les services de police. Il y a le commissariat de police qui était la base au départ de la formation. Après, il y avait une unité qui s'appelait une division de police judiciaire. Après, c'était les brigades centrales que vous avez citées, BRB, BRI, section antiterroriste. C'est une évolution de carrière. C'est un savoir qui s'est acquis au fil des ans. Et étonnamment, à chaque fois que j'arrivais dans le service, très rapidement, au bout de 2 jours, il y avait quelqu'un forcément qui arrivait et qui me disait « c'est toi le guérisseur ». Donc le guérisseur était arrivé avant les compétences de flic que j'avais. Et comment fait-on justement, on a parlé de votre hypersensibilité, comment fait-on pour conjuguer cette hypersensibilité avec ce métier où vous avez été à la BRI, à la BRB, donc à la brigade antiterroriste, à la section antiterroriste. L'hypersensibilité, elle a peut-être pas sa place. Alors voilà, c'est un point de vue que aussi le public a. On est des hommes, on a une sensibilité. Les flics, les fonctionnaires qui constituent ces unités que vous venez de citer, ce sont tous des fonctionnaires humains et qui ont une sensibilité. Alors certes, j'ai une sensibilité particulière. La sensibilité que des fonctionnaires, elle est là, elle est omniprésente. Chacun a sa particularité. Certains viennent en ayant peut-être un peu plus peur que d'autres. Certains sont là en fanfaronnant, mais ils ont une sensibilité bien cachée. J'ai eu la particularité, moi, de traverser tous ces services, toutes ces fonctions qui ont été les miennes, avec la sensibilité de percevoir un peu l'invisible et de l'exprimer ce que je percevais, ce que je ressentais, chose qui ne se fait pas forcément de façon spontanée, peut-être encore moins dans la police, même dans la société en général, ça se fait moins que quelqu'un vienne vous voir et qui vous annonce qu'il est guérisseur. Donc, en ce qui me concerne, j'ai traversé ça avec la sensibilité, avec une sensibilité, avec ma sensibilité qui m'a aidé, ça n'a pas nui du tout à mes perceptions, bien au contraire. Alors justement, en parlant de perception, ces perceptions, elles ont débuté à quel moment? Alors c'est une question à laquelle qu'on me pose et souvent. Je vais dire que je suis né avec quelque part. C'est étonnant. J'avais 7 ans. Je n'ai pas le souvenir que je vais vous raconter. C'est une de mes grandes sœurs qui me le cite. J'avais 7 ans et j'ai soigné un chien qui était dans la famille. Et ça a été pour elle le premier soin visible pour les gens qui étaient autour de moi. Moi, me concernant, je sais que j'ai soigné, que j'ai enlevé pour la première fois le feu, que ma grand-mère m'avait transmise le secret de barre de feu. J'ai fait pour la première fois lorsque j'étais à l'armée avec un collègue, enfin un appelé comme moi, qui était descendu de la corde en serrant fort la corde et ça lui avait brûlé les mains. Donc ça, cette première intervention, oui, voilà. Comme je vous disais, je pense que c'est inné, c'est quelque chose qui est en moi depuis la nuit des temps. Mais ces perceptions s'affinent au fil du temps, s'améliorent, se peaufinent, se transforment. Ces perceptions sont plus comment dirais-je, plus
plus étonnantes les unes que les autres. On arrive j'arrive à percevoir des choses que je ne percevais pas forcément il y a 10 ans ou encore moins il y a 25 ans. Alors ces perceptions, vous dites qu'elles sont innées, mais vous venez de citer votre grand-mère, Mère Angèle, ouais. Et c'est elle finalement qui vous a transmis ce don. Alors, elle m'a transmis, je sais pas, elle m'a fait prendre conscience. Dans la transmission, c'est particulier. Je sais pas. Je n'étais pas à table devant un cahier pour apprendre. C'était une transmission subtile. Cette grand-mère maternelle m'a donné au moment de sa mort la prière qu'elle récitait. Elle était très croyante. C'était une femme très chrétienne. Elle était dans la chrétienté. Elle était catholique. Elle récitait son chapelet tous les jours. C'était quelqu'un de très croyant. Mais elle m'a tout de suite fait découvrir autre chose que la religion et d'aller au-delà. Ce qu'on nomme maintenant la spiritualité, qui à l'époque n'était pas nommée comme ça. Le milieu duquel je viens est un milieu pauvre, désœuvré, où il y avait vraiment la misère, et on ne nommait pas ça comme ça. Donc on n'avait pas ce vocabulaire-là. C'était un vocabulaire trop restreint pour appeler quelque chose de spirituel. Donc ouais, elle m'a fait découvrir ça. Elle m'a mis le pied à l'étrier de ça, et surtout elle m'a incité à aller plus loin encore. Sans retenue. Donc j'avais 8, 10 ans, 12 ans, on se racontait des rêves, je lui parlais de perceptions que j'avais, et elle était toujours enthousiaste. Elle me disait vas-y, continue. Voilà. Ce qui est intéressant dans ce que vous racontez, c'est que il y a cette notion de l'invisible, c'est-à-dire qu'on vous a pas appris les choses de manière scolaire, c'est tout simplement des intuitions. Vous vous êtes laissé guider par votre grand-mère et par ce que vous ressentiez finalement. Je me suis laissé guider par ma grand-mère. Ma grand-mère quand vous me dites guider, elle m'a orienté peut-être. Elle m'a pas pris la main. Elle me laissait faire, elle me laissait découvrir. C'était l'apprentissage de la découverte c'est l'apprentissage de l'échec aussi. Il faut pas avoir peur de l'échec. J'en ai des échecs. Vous en avez, on a tous des échecs. Mais il faut pas avoir peur de ces échecs. Ça, elle me l'a fait découvrir quelque part, très tôt. Ne pas avoir peur des échecs alors, l'échec dans le monde invisible, parfois ça porte à conséquence. Les gens ont beaucoup d'espoir dans la pratique, et se disent j'espère que ça va fonctionner. Moi aussi, j'espère toujours que ça va fonctionner. Mais l'échec, il est là parfois. Donc elle m'a pas pris la main. Elle était fixe et elle me montrait les chemins. Oui, une forme de guidage peut-être. Je suis en train de me dire que ce que vous dites guider peut-être, mais elle m'a orienté peut-être. Voilà, plus que guider. Dans la notion, en ce qui me concerne, la notion de guide, c'est vraiment d'accompagner sur le chemin et de suivre le guide. Non, elle n'était pas là, elle n'était pas devant moi, elle m'observait. Et elle me disait, vas-y, ou n'y va pas, ou fais-le. D'ailleurs, elle ne m'a jamais dit, n'y va pas. Vas-y, fais-le, tente. Voilà. Vous aviez votre libre arbitre, quoi. Il y a une forme de libre arbitre, mais c'est surtout, je vous dis encore une fois, cette notion de connaissance connaissance de l'échec, qui est important. Qu'est-ce qui vous amène à vous orienter vers une carrière au sein de la police nationale? La vie, la circonstance de la vie. Rien ne m'amène particulièrement. Je ne sais, j'étais titulaire d'un certificat d'études primaires, d'un CAP comptable, aucun diplôme. Je pouvais pas avoir accès à des postes de responsabilité immédiatement. Il y avait ce concours d'enquêteur de police où on ne demandait pas forcément de diplôme, mais il y avait une forme de QCM, et il y avait une discussion avec des fonctionnaires, et à partir de là, je me suis intéressé à ça. Je ne connaissais même pas le métier d'enquêteur de police avant de passer le concours et avant de m'y intéresser. Donc ce sont les circonstances de la vie qui m'ont conduit vers la police. Et tout compte fait, faire confiance à la vie, c'est important, parce que c'est vraiment ce qui m'a motivé, moi, tout le temps. Et j'ai 66 ans, je continue à faire confiance à la vie. Et heureusement. Ah ouais. Comment s'est traduit votre don
que ce soit pour le magnétisme, votre intuition, comment ça s'est traduit au fil de votre carrière finalement de flic? Parce que vous racontez plein d'anecdotes, et moi il y a une anecdote particulièrement, si on peut la raconter, parce on laisse quand même les spectateurs découvrir votre livre, c'est le but. Ouais. Cette histoire de cette enquête sur le trafic de cartes grises. Ouais. Oui, mais on peut le raconter, cette histoire sur les cartes grises. C'était à l'époque donc que les plus jeunes qui nous regardent ne peuvent pas connaître, comme on dit. C'était des microfilms. On utilisait des microfilms pour les faussaires utilisaient des microfilms pour faire des faux papiers, des faux documents. Et je participais au sein de la BRB. On avait été groupe de renfort il y a une section qui s'appelait la section auto, qui traitait tout ce qui était fausses cartes grises, véhicules volés et ainsi de suite. Et les collègues avaient mené l'enquête de bout en bout, et il fallait donc les objectifs étaient clairement identifiés, et on était en charge avec un collègue, Pierrot, qui est décédé maintenant, qui me disait on était en charge tous les deux d'un point chez un gars, et on va interpeller ce gars-là à l'heure du laitier. On rentre dans l'appartement. L'appartement était un appartement au deuxième étage d'un petit pavillon en banlieue, et il y avait au-dessus de lui, c'était les combles, et on fouille dans l'appartement, on fait la perquisition, et ça dure, et on a un coup de téléphone sur le portable, enfin sur le fixe de l'appartement, des collègues qui disent ben voilà, on a une identification, on sait maintenant que ce qu'on cherche est chez lui, donc cherchez. Et là donc comme je l'explique dans le livre, j'ai visualisé clairement les microfilms, et maintenant, il fallait trouver l'endroit, et j'ai trouvé cet endroit dans un endroit improbable, dans les combles, sous de la laine de verre. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, et c'est pas la première fois où ça m'arrivait, c'est que l'interpellé, une fois que j'ai trouvé les microfilms et autre chose, l'interpellé m'a dit quand vous êtes rentré, je savais que vous alliez les trouver. Et moi, je savais que j'allais les trouver. Donc voilà, vous voyez, c'est cette notion d'ordre d'invisible qui fait que donc ces perceptions peuvent. À l'heure actuelle, je mène l'enquête moi sur les mots des personnes qui viennent me voir, sur les mots MAUX des personnes qui viennent me voir pour les soulager, les accompagner et tant que faire se peut les soigner et qu'ils aillent mieux. Mais comment c'était interprété justement ces intuitions par vos collègues? Est-ce que dès qu'on voulait avoir une information, se dirigeait vers vous, on vous faisait confiance? Non, parce que non, on me faisait. C'est de la spontanéité quelque part en me concernant. J'ai une anecdote qui n'est pas dans le livre. Je suis à la section antiterroriste. Tous les lundis matins, il y avait un rituel. On discutait de ce qui s'était passé dans la semaine précédente et de ce que on devait faire au sein du groupe pour la semaine qui suivait. Et au cours de cette réunion, on exprimait chacun le travail qu'on avait à faire dans le groupe. Et là, j'ai un nom qui me vient, un mot. Et ce mot, je dis tiens, j'ai un mot qui me vient. Et les collègues, il y a un des collègues qui savait que si j'avais ce mot-là qui me vient, il fallait peut-être le noter, donc il l'avait noté. La réunion se passe et ainsi de suite. Et dans l'après-midi, le collègue vient me voir, il me dit écoute Bob, c'est étonnant, voilà, le mot que tu as noté correspond au nom de la rue. Chez qui où demeure la grand-tante de la personne qu'on recherchait. Je lui dis bah écoute, c'est étonnant, peut-être qu'il faut y creuser là-dessus. Donc il en parle au chef de groupe, il est décidé de mettre une planque dessus, et 3 jours après, la personne qu'on cherchait était interpellée. Je vais pas dire que c'est moi, c'est un travail de groupe aussi qui fait que, mais c'est vrai que ces perceptions-là, mais que vous pouvez tout avoir aussi, qui dans votre vie courante comme dans votre boulot, vous pouvez avoir ce genre de perception qui va vous conduire sur quelque chose. Je peux pas dire que mes perceptions ont été toujours à la base de réussite d'enquête, non, c'est pas ça, mais ça a aidé.
Voilà, ça a aidé. Après, il existe des médiums, il existe des flics. J'ai des flics qui tirent les cartes. J'ai rencontré ça. J'ai rencontré des fonctionnaires qui faisaient de l'écriture automatique. Il y avait toutes ces perceptions au sein de la police. La police est un concentré de la société, donc on retrouve forcément les mêmes caractéristiques que dans la société. Et donc c'est quelque chose qui n'était pas tabou au sein de vos collègues? Pas du tout. Pas du tout. On sait, forcément, il y a de la raillerie, il y a de la moquerie, mais il y a toujours de la bienveillance. Ça a toujours été bienveillant. Il y a toujours eu une forme de bienveillance derrière tout ça. Alors, il y a aussi d'autres anecdotes concernant la protection de hautes personnalités. Et là, je me suis demandé pourquoi vous n'aviez pas tout simplement nommé ces deux personnes qu'on finalement on reconnaît bien. Forcément. Sauf pour Édouard Balladur, où moi, je vous assure que j'ai eu un doute avec Alain Juppé et j'ai dû aller chercher pour savoir qui avait un chien qui se nommait Titus. Voilà. Et puis bon, on peut le citer, le deuxième, oui, Nicolas Sarkozy. Oui, voilà. Tout à fait. Pourquoi je les ai pas cités? Parce que ça aurait peut-être, j'ai d'excellents rapports avec eux. Je leur ai envoyé un exemplaire du livre et ils m'ont répondu avec un mot fort gentil, mais je me voyais pas les solliciter pour avoir l'autorisation de citer leur nom, donc je les ai pas cités sciemment. Il y a des collègues qui sont nommés dans le livre où c'est le vrai prénom, d'autres ce n'est pas le vrai prénom. Voilà, c'est donc ça a été le côté, mais c'est le côté aussi qui correspond bien à ma personne, quoi. Je veux pas me mettre en avant en précisant que j'ai eu la chance de côtoyer des politiques de haut niveau. Ça faisait partie de votre métier aussi, de vos fonctions. On l'a dit, vous avez gravi les échelons, donc. Oui, c'est vrai, ça faisait partie et ça fait toujours partie de mon entourage quelque part, mais je veux pas briller, ça me dérange pas. Vous savez, avant de sortir ce livre, ma devise c'était pour vivre heureux, vivons cachés. Alors j'ai sorti ce livre, pourquoi? Parce que il y a un homme politique en 2022 que je ne nomme jamais, lui non plus, mais pour d'autres raisons, qui a dit la police tue. Et quand il a sorti ça, en 2022, je me suis dit, mais on peut pas laisser parler comme ça quelqu'un. La police ne tue pas. C'est inimaginable de dire que la police tue. Certes, il y a des violences, certes, il y a des morts de tirs ou de coups, mais à chaque fois, c'est une riposte, c'est quelque chose pour venir contrecarrer une attaque. Je ne connais pas un flic, pas un gendarme qui se lève le matin, qui mette l'arme à sa ceinture et qui dit tiens aujourd'hui je vais tuer quelqu'un. C'est inimaginable de faire courir un bruit comme ça. Donc oui, à la fois le flic guérisseur, le titre et cette notion de flic, je veux prouver qu'il y a autre chose et que les flics ce sont des humains qui ont parfois des défauts. Comme tous les humains, comme cet homme politique a des défauts, il faudrait bien qu'il se regarde aussi devant la glace pour savoir ce qu'il est réellement, pour pouvoir accuser et tenir des propos comme ça. Est-ce que vous pensez justement qu'au sein de la police nationale, les choses sont telles que vous les avez connues, ou bien ça a évolué dans un autre sens, peut-être? Mais la police nationale, comme toutes les forces de sécurité, sont obligées ils sont tous obligés de s'adapter. On est obligé de s'adapter. Moi, à l'époque, il n'y avait pas de vidéos, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de tout ça. Là, actuellement, il est très facile de dire voilà, regardez, les flics tuent quelqu'un ou les flics, mais on connaît pas l'histoire avant et on connaît pas l'histoire après. C'est une image qui dure 20 secondes, 30 secondes. Là, c'est facile d'extraire quelque chose de ce qu'on est en train de se dire et de me faire dire le contraire. Donc c'est une notion aussi c'est une sorte aussi de confiance avec les médias à avoir. Après, là, le propos qui tient cet homme politique, il n'y a pas de manipulation, il le tient ouvertement et ainsi de suite. Mais je trouve ça aberrant de tenir un propos comme ça. Merci de remettre les choses, de remettre l'église au centre du village en tout cas. Exactement. Et pour revenir sur la notion d'évolution au sein de la police nationale, la police évolue forcément. Alors, on n'a plus les mêmes choses. Avant, moi, j'ai connu l'époque où
on a interpellé un voyou, ça s'est toujours passé violemment, toujours. Je connais pas un voleur, un violeur, un tueur, un malfaiteur qui disent tenez monsieur l'agent, vu que vous me présentez une rose, je vais venir et je vous suis. Non, forcément, il sait qu'il va partir pour à l'époque pour il partait pour 2, 3, 4 ans ou 5 ans pour un cambriolage. C'était la dose. Là, à l'heure actuelle, il y a plus ça. C'est le non-respect du flic. Et on voit bien cette délinquance qui n'a plus ni foi ni loi. Comme pour reprendre un terme, voilà, ils n'ont pas ils ne sont plus encadrés. C'est une dérive, ouais, c'est une véritable dérive. Donc les flics sont obligés de s'adapter à ça. Ils sont obligés de. Actuellement, il y a les formations au sein de la police nationale pour former les jeunes flics qui vont être dans la rue. Bah, il faut leur apprendre à la maîtrise, il faut leur apprendre des gestes de défense mais non létales. Ça change de mentalité, quoi. Voilà. Je vous redis, moi, avant, sur les beaux voyous que j'ai eu à interpeller. Ben, généralement, une garde à vue se terminait, on se serrait la main, on disait, ben, quand tu sors, tu viens nous voir. Et très souvent, au bout de 2-3 ans, le voyou revenait nous voir, on nous passait un coup de fil. Il y avait une forme de respect qui n'y est plus, là, c'est fini. Là, actuellement, vous voyez des jeunes, les faits récents de meurtres à Marseille avec des jeunes de 14 ans, c'est quelque chose qui ne se passait pas avant. Alors, on pourrait en dire plein de choses, mais c'est vrai que c'est pas forcément le thème de livre, mais c'est vrai qu'on pourrait, pourrait en débattre très longuement. Mais pour revenir à votre livre. Excusez-moi de vous avoir emmené là-dessus, mais c'est ma sensibilité que mais vous... je voilà, comprends, mais j'entends. Et vous avez peut-être raison de faire passer aussi ce message. Vous êtes peut-être là pour ça aussi. Peut-être également, voilà, à travers ce livre. Qui sait. Pour en revenir à Édouard Balladur, moi j'aimerais qu'on revienne sur un point, un cadeau qu'il vous a fait. Et je voyais pas du tout Édouard Balladur comme ça, mais bon, visiblement, c'est quelqu'un de très spirituel. Il vous a fait un cadeau tout particulier. Ouais, enfin, il m'a fait même 2 cadeaux. Il est venu me voir, alors que j'étais en convalescence, parce que j'ai eu donc cet accident à la montagne alors que je l'accompagnais, et cette histoire du chien Titus, et je sortais j'étais en convalescence, et il est venu me voir pour prendre de mes nouvelles, et il m'a dit, mais vous aimez les romans? Je lui ai dit oui. Il me dit, ben, je vais vous en offrir 2. Donc il m'a offert à la fois Solzhenitsyn, mais surtout à la fois un livre, c'est Enquête sur l'existence des anges gardiens de Jovanovic. Donc voilà, c'était assez étonnant. C'est un clin d'œil pour Pierre Jovanovic, s'il nous regarde. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de fidèles lecteurs qui nous suivent, et c'est quelqu'un que je reçois très souvent. Et c'est vrai que je lui avais dit, il était très touché. Donc mais écoutez, et c'est vrai que ce livre, je l'ai à la maison depuis. C'était donc en 80. Ça date, c'était en 92 ou 93, donc voilà, il y a plus de 30 ans. Eh oui. Voilà, et le livre est toujours à la maison. Et j'espère que vous l'avez bien aimé. Je l'ai bien aimé, je l'ai lu, et à l'époque j'ai trouvé ça. Et c'est vrai que ce clin d'œil est assez étonnant. Mais bon, comme j'étais au service des hautes personnalités, on était surnommés les anges gardiens des hommes politiques et des hautes personnalités. Voilà, donc le clin d'œil était là, et j'ai trouvé ça très très bien. Mais Monsieur Édouard Balladur, en tant que Premier ministre, on l'appréciait beaucoup. Voilà. J'ai l'impression que pendant toute votre carrière, en fait, cette carrière a été faite de rencontres, et vous dites souvent qu'il n'y a pas de hasard, jusqu'à la rencontre aussi de quelqu'un que vous ne nommez pas dans le livre, mais qu'on reconnaît bien pour ceux qui l'apprécient. C'est un journaliste, Stéphane Alix, qui vient vers vous pour je pense que c'est l'un de ses premiers documentaires d'ailleurs. Tout à fait. Peut-être. C'est vrai que, mais vous avez raison de préciser que ma vie n'est faite que de rencontres, et je pense que la vie, pour beaucoup, n'est faite que de rencontres. Après, tout le monde ne peut pas, ou n'a peut-être pas la clairvoyance ou l'ouverture d'esprit de se rendre compte que c'est
à un instant bien précis qu'on rencontre telle personne et qui change notre vie. Moi, ma vie, ça a été un déroulé de rencontres. Dans le livre, d'ailleurs, on voit l'évolution de ces rencontres, que ça soit des rencontres au sein de la police, comme à l'extérieur de la police. Et vous citez Stéphane Alix. Stéphane, je le découvre parce que je conduis à ce moment-là une personne qui est en retard sur mon scooter et je le dépose et on se salue et il me dit qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je lui dis moi je suis fonctionnaire de police et la personne que je viens de déposer lui répond ah non il fait pas que ça il est également guérisseur et donc ça avait interpellé Stéphane d'avoir devant lui un flic guérisseur quoi voilà et on a fait un documentaire qui a été vu de nombreuses fois sur les enquêtes extraordinaires donc oui et des rencontres comme ça j'en ai une multitude dans ma vie la vie pour moi est un véritable cadeau quelque part j'apprécie la vie je dis que la vie est belle même, faut pas s'imaginer que ma vie a toujours été calme et simple et plein de bonheur. Vous le dites dans votre livre, vous racontez votre enfance et tout. C'est vrai on est parvenu dessus, mais c'est vrai que vous avez un début de vie peut-être pas comme les autres, assez atypique, difficile même. Donc effectivement, c'est tout à fait ça. Mais et puis la vie se déroulant, c'est pas simple non plus. Mais je fais confiance à la vie. Je suis un optimiste quelque part. L'optimisme prévaut pour moi sur le pessimisme, c'est certain. Est-ce que pendant votre carrière, alors que vous êtes flic guérisseur, vous vous dites, à la retraite, j'en ferai mon métier? Non. Ma reconversion peut-être, je sais pas, moi. Alors, dans le livre, j'ai volontairement, à la demande de l'éditeur, à la demande de Tigrane, de chez Mama Édition, j'ai volontairement mis le facsimilé d'une autorisation particulière, à savoir, donc j'étais chef de cabinet du directeur général de la police nationale de l'époque, Frédéric Pechnard, qui je lui disais, écoute, Frédéric, pour pas se mettre en porte-à-faux, parce que je recevais vraiment beaucoup de monde, pour pas se mettre en porte-à-faux, je vais demander l'autorisation d'exercer mon métier de guérisseur quelque part, en plus et il m'a dit, c'est pas bête. Et donc j'ai fait un rapport, j'ai adressé ça au comité de déontologie pour demander si je pouvais exercer le métier de guérisseur, magnétiseur, au sein de la police nationale. Et ils m'ont répondu en disant oui, vous êtes on vous autorise pour une période de 2 ans parce qu'il me restait 2 ans à faire pour exercer. Votre question initiale, c'était quoi? Je suis perdu là. Est-ce que pendant que vous étiez encore flic, vous envisagiez justement j'avais fait cette première démarche et donc et là on est en quelle année? On est nous sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Donc en mai 2012, il y a eu l'affaire Mera et ainsi de suite et François Hollande et le nouveau ministre de l'Intérieur décide qu'on n'avait plus notre place au sein de la direction générale de la police nationale et donc mute Frédéric Pechnard à la sécurité routière, responsable de la sécurité routière, et je l'accompagne parce que je suis son chef de cabinet, donc je demande à l'accompagner et me voilà également parti à la sécurité routière. Et là, j'y suis resté jusqu'en 2013, où pour moi il y avait plus de lieu d'être. J'avais quitté la famille police et ce n'était plus compatible avec mon idéal de travail, je vais dire. Et je m'apprêtais j'ai dit à Frédéric Pechnard, je lui ai dit, écoute, je pense que je vais quitter la police parce que, j'ai quitté la fonction publique parce que j'ai plus d'intérêt, et j'envisageais peut-être d'intégrer un service de sécurité d'une boîte multinationale ou autre, et je ne savais pas quoi faire, et Frédéric m'a dit, mais pourquoi tu t'ouvres pas un cabinet? Et j'ai dit, mais c'est génial ce que tu me dis, oui, effectivement.
Et c'est là que j'ai ouvert un cabinet à Paris pour recevoir les gens. Ça a démarré comme ça. C'était pas dans mon, c'était pas ancré en moi. C'était pas quelque chose que j'avais calculé forcément. C'est la vie qui a fait que, voilà. Je me voyais pas finir. Je n'avais jamais imaginé ma sortie de la police nationale, jamais. Donc voilà, je l'ai fait de manière presque spontanée en disant quelle belle idée, voilà. Et petit aparté, je pense que si vous aviez demandé aujourd'hui en 2024 ou peut-être en 2022 ou 2023 cette autorisation d'exercer, je ne suis pas certaine qu'on vous l'accorde. Je sais pas où en est la mentalité, la jurisprudence au sein de l'administration à l'heure actuelle. Il faut quand même reconnaître qu'il y a une évolution des mentalités qui est parfois bonne, hein, parce que moi je vois il y a 10 ans on parlait pas de magnétisme, on parlait pas d'acupuncteur. Depuis quelques années, les acupuncteurs, les hypnotiseurs sont admis au sein des blocs opératoires pour certaines opérations, chose qui était inimaginable à l'époque. Donc ça évolue, donc peut-être. Je vous laisse. C'est contradictoire ce que vous dites. C'est vrai qu'on en a parlé d'ailleurs avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui était anesthésiste, ouais. Et on avait parlé effectivement de ça. Mais c'est assez contradictoire parce que d'un côté, les hypnothérapeutes, les coupeurs de feu aussi, oui, sont autorisés dans les salles, voilà, dans les salles d'opération, ouais, ou dans les hôpitaux, c'est vrai. Ouais. Et d'un autre côté, Doctolib enlève tous les naturopathes, toutes ces thérapies, ouais, un peu alternatives. Ouais. Donc c'est vrai qu'on. Mais il y a une dualité de toute façon. Moi, j'ai rencontré Georges Fenech, qui a été le responsable de la Mivilude, et lui il me disait, mais on peut pas vous accuser d'exercice illégal de la médecine. Vous ne dites jamais à des gens d'arrêter leurs médicaments, d'arrêter leur traitement ou autre, que vous les incitez à aller faire des examens. Enfin, dans mes propos, et ce que je fais, parce que j'ai un médecin traitant comme tout le monde, j'ai un dermatologue, j'ai un cardiologue, j'ai un ORL, j'ai tout ça. Donc, en complément, moi je dis en complément, le magnétisme vient pour. Vous parlez de barreur de feu. Je suis référencé sur certains instituts parisiens en tant que barreur de feu. Mon nom est donné pour la radiothérapie, en disant il va y avoir de la radiothérapie. Si vous voulez, voilà, il y a des barreurs de feu et mon nom est donné. Certaines personnes viennent me voir, d'autres pas. Voilà. Maintenant, il y a certaines personnes du milieu médical qui disent non. Enfin, c'est une idiotie d'aller voir un barreur de feu. Si c'était, il y a même eu un radiologue qui a dit à une personne qui est venue me voir, mais madame, si ça marchait, ça serait remboursé par la sécurité sociale. Voilà, on parlera pas de la sécurité sociale alors. Ça veut tout dire quoi. Si voilà, c'est. On parlera pas de la sécurité sociale. Et en plus de ça, pour barrer le feu, il n'y a pas de notion d'argent en plus. Donc voilà, c'est aberrant de ne pas en profiter. Merci de le rappeler. Alors, quand vous ouvrez votre cabinet sur Paris, ouais, dans la région parisienne, comment ça se passe pour... Alors d'abord, j'ai une question. Est-ce que vous les appelez vos clients ou vos patients? Ou même pas du tout? Non, c'est des personnes, c'est des êtres humains. Pourquoi les qualifier de quelque chose? Non, je reçois les personnes. Je reçois des personnes. Je les qualifie pas. Rarement je dis non. Certains utilisent le mot patient ou client. Dans la notion client, il y a cette notion de commerce, ce qui me déplaît. C'est pas un commerce que je fais. Je fais payer mes prestations, c'est certain. Les gens restent 1 heure dans mon cabinet, je les fais payer.
Le tarif à l'heure actuelle est de 90 €. Là, les charges augmentent et ainsi de suite. Ça va passer à 100 €. C'est mathématique. L'électricité, les loyers et plus les charges de l'URSSAF sur l'auto-entrepreneur. Enfin, il y a tout ça qui rentre en jeu. Après, les gens acceptent ou n'acceptent pas, mais c'est comme ça. Voilà, il y a plus. Avant, dans les campagnes, il existe encore, je dis avant, mais même encore maintenant, vous allez voir le rebouteux, c'est un troc, c'est un échange. Vous venez avec le rebouteux, il vous soulage du zona ou d'une entorse ou de quelque chose, et vous lui donnez un bloc de foie gras pour si vous êtes dans le sud-ouest, une volaille si vous êtes en Bresse, de l'agnole si vous êtes en Normandie ou dans l'Est. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours un échange. On est en milieu urbain, je suis bien obligé de demander de l'argent. Voilà, c'est ce qui est le plus simple. Et comment ça se passe? Est-ce que c'est du bouche à oreille que les gens viennent vous voir? Alors essentiellement du bouche à oreille. Là maintenant non, parce que avec les nombreuses émissions que je fais et à l'issue de celle-ci, il va encore y avoir d'autres demandes. Alors pour l'instant, moi j'ai demandé un rendez-vous, on m'a dit il y a 6 mois d'attente. C'est vrai ça? Oh, il y a beaucoup d'attentes et je ne pourrai jamais recevoir toutes les personnes qui m'ont sollicité. Actuellement, moi j'ai un principe, je reçois 5 personnes par jour. 5 personnes par jour. Pourquoi? 3 ou 4 jours par semaine, pas plus. Et je travaille 2 semaines par mois, pas plus. Je me préserve. Il faut, pour durer, il faut se préserver. Je ne fais pas, voilà. Et c'est pas systématique. J'ai mes mois de vacances et ainsi de suite. Souvent, je dis les personnes qui viennent à moi, c'est parce qu'elles devaient être là. Celle qui pousse la porte de mon cabinet, c'est qu'elle devait être là devant moi. Alors oui, il y a des gens qui m'ont écrit, il y en a d'autres. Actuellement, je dois avoir 700 ou 800 demandes en attente. J'en reçois 15 par mois, 15 par semaine. Faites le calcul, il y a des mois et des mois d'attente. Mais quelque part, ça m'afflige de ne pas pouvoir recevoir les gens qui me sollicitent, mais il y a des situations de désespoir, mais il y a d'autres situations où les gens s'imaginent que c'est la fin du monde pour eux, mais non, il suffit qu'ils ouvrent les yeux. Et donc j'essaye d'appeler plus ou moins les gens, j'en appelle beaucoup, mais c'est pareil, ça me prend un temps fou parce que je suis tout seul, j'ai pas une structure derrière moi, et donc ouais, je ne peux pas empêcher les gens de me solliciter pour venir me voir, mais il y a maintenant des délais, c'est monstrueux, et je ne veux pas moi donner un délai dans 6 mois. Je rappelle les gens 15 jours ou un mois avant leur rendez-vous. Là, le mois de novembre est quasiment clos. J'ai commencé à donner les rendez-vous sur le mois de décembre. On est en octobre, voilà. D'un mois sur l'autre. Je ne peux imaginer appeler des gens et leur dire rendez-vous le 17 février 2025. Comment vous faites pour est-ce que vous avez déjà été confronté, parce que vous avez parlé de vous préserver, voilà, vous avez besoin de ce temps pour prendre peut-être du recul, pour vous peut-être ressourcer, je ne sais pas. Est-ce que vous avez été confronté à des situations difficiles? Oui, des situations difficiles, j'en ai rencontré. Ce que vous faites là, vous faites bien de le rappeler, je le donne souvent comme exemple à des gens qui veulent se lancer dans la thérapie, parce que le livre aussi, je l'ai écrit dans le but de dire aux gens, mais vous êtes capables de faire des choses, mais n'ayez pas peur, osez. Mais il y a aussi des dérives aussi. Et il y a des dérives. Toutes les formations qu'on peut voir sur Internet. C'est scandaleux. Personnellement, je trouve ça scandaleux. Des formations à 1200 € pour 2 jours et vous êtes magnétiseur, et le lundi vous mettez une plaque, et à la première semaine vous avez remboursé les 1200 € que vous avez investis. Tout ça c'est faux, c'est pipeau, enfin bon, voilà, c'est pas normal de laisser passer des choses comme ça. Je ne donne pas de formation, je ne fais pas de formation. Après, je ne peux pas critiquer ceux qui le font, c'est leur, voilà, ils le font. Mais chacun le fait avec la déontologie qui est la sienne. Moi, les gens, à partir du livre, les gens peuvent se dire, je vais tenter de magnétiser une orange, je vais tenter de magnétiser un steak ou un poisson, et de voir ce que ça va donner. Et à partir de là, ils peuvent se lancer et faire. Mais ce qu'il y a d'important, c'est d'être bien en soi, bien avec soi.
Donc moi, je me préserve en étant bien avec moi. Dès l'instant où je sens que moralement ça va pas parce que je ne sais pas, une contrariété quelconque, je suis un humain comme tout le monde. Avant d'être un guérisseur, je suis un humain et cette particularité que j'ai, ben je me la préserve. Ces dons, je me la préserve et je me la préserve surtout avec la qualité d'humain que je suis. Donc j'aime bien aller dans l'Ariège, qui est mon département de prédilection, où j'ai un refuge là-bas. J'ai mon refuge où je suis au plus près de la nature. Et comme je vous ai dit, je reçois pas tous les jours et je me préserve beaucoup. Si je sens que la personne est nocive, ben je ne la prends pas, parce que toutes les personnes qui viennent dans mon cabinet, j'ai un entretien téléphonique avec elles. Voilà. Au préalable. Au préalable. Et en fonction, ben ça marche ou ça marche pas. Comment vous le ressentez? Pourquoi je suis ici? Je sais pas, dites-le-moi. Eh ben voilà, mais je sais pas non plus, donc c'est de même ordre. Voilà, c'est parce que vous avez, il y a eu quelque chose dans mon histoire qui vous a interpellé, qui vous a qui fait que je sois ici. Peut-être que je vous recevrai dans mon cabinet. J'apprends que vous avez fait la demande. Dans les nombreuses demandes, peut-être que je vais vous recevoir. Voilà, vous voyez, c'est pourquoi je reçois, comment je reçois ça. C'est vraiment de l'ordre de l'imperceptible, c'est de l'ordre. Mais si les gens se rendaient compte de la puissance du monde invisible qui est autour de nous et de cette possibilité de percevoir, la vie serait, mais ça serait extraordinaire. Est-ce que c'est le fait justement de nous questionner un peu trop qui nous coupe de cet invisible et de nos intuitions? Oui, enfin actuellement il n'y a plus de questions. Hein. Vous prenez le métro, moi je suis effaré dans le métro. Les gens sont tous avec des Walkman Walkman, non. Non, c'est fini. Vous voyez, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Avec les écouteurs et leur téléphone, et ils regardent des séries, ou ils répondent, ou ils écrivent, ou des conversations intimes qui sont données au téléphone. Enfin, donc, les gens ne s'occupent plus d'eux. Ils s'imaginent s'occuper d'eux, mais ils ne s'occupent plus d'eux. Ils nourrissent quelque chose et donc ne s'occupant pas d'eux, comment voulez-vous qu'ils perçoivent quelque chose qui les concerne? Les signes, ça nous concerne tous. Vous avez forcément, vous, percevoir un signe dans le ciel, un nuage que vous allez interpréter, une feuille qui va tomber, un rayon de soleil qui va venir. Ça va être pour vous, ça va pas forcément être pour moi. Mais ces gens-là qui sont complètement déconnectés de ce qui les entoure, on est en train de lobotiser l'humanité, c'est certain. On est en train de les réduire à quelque chose qui, ça les coupe complètement de la réalité vraie de notre réalité, et ça les coupe encore plus de l'immatériel et qui est pour moi réel aussi, l'immatériel. Ça les coupe de tout ça, de ces perceptions, qui parmi les jeunes vont s'extasier d'avoir un rayon de soleil qui vient leur taper le milieu du front, et voilà, alors que ça peut être fantastique comme découverte. Moi, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai la chance que mes petits-enfants soient ouverts à ça, et je les incite à ça. Peut-être de par ma présence, peut-être que prendre conscience de ce qu'est la vraie vie. Oui, je pense aussi que c'est à chacun de nous de faire ce travail auprès de nos enfants ou de nos petits-enfants, effectivement, et de leur montrer la beauté de la vie et le chemin de l'invisible aussi, voilà. Et le chemin de l'invisible, et de se poser des bonnes questions, quoi. Les gens sur l'invisible ont très peur. Oui. Ils ont très peur de l'invisible. Or, l'invisible est là pour nous aider. Il n'est pas là pour nous faire peur. Donc, moi, j'espère chaque jour avoir une démonstration de l'invisible. Est-ce que vous parlez tous les jours à votre ange gardien? Alors, moi, je ne sais pas si j'en ai un ou beaucoup d'anges gardiens. Voilà, ça me donne toujours l'impression qu'ils sont nombreux derrière moi. Et lorsque je fais un soin à une personne,
c'est énorme de sentir parfois des dizaines d'énergies arriver pour le soin. Dans le soin, je fais une aparté, dans le soin que je pratique, moi je ne suis que le canal. Donc c'est une interaction entre l'environnement et la personne. Moi je suis étonné de voir ce qui passe à travers moi, et ce sont donc des anges gardiens, on en a tous, ou des guides, ou je ne sais pas comment certains peuvent les nommer, mais bon, ça a toujours, c'est quelque chose qui est omniprésent en moi, oui. Alors lui parler tous les jours, je m'adresse à l'univers très souvent. Tous les jours, je m'adresse à l'univers, sans préciser quelqu'un en particulier. Ce que vous appelez la conscience universelle. Ce que j'appelle la conscience universelle, l'amour inconditionnel, la conscience universelle. Moi, il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est de faire percevoir aux gens que s'il y avait beaucoup d'amour dans tout ça, si on mettait la haine de côté, si on mettait la peur, parce que en ce qui me concerne, j'ai cette vision-là que la peur est le contraire de l'amour, et que si on casse la peur, on est dans l'amour. Et quand on est dans l'amour, quel bonheur, quoi. Quel bonheur, ça serait une terre pleine d'amour. Alors moi, j'espère que ce livre incite les gens à croire à l'amour. Oh, on peut se fâcher, hein. J'étais dans les embouteillages il y a quelques minutes avant de venir vous voir. On se fâche, oui, mais on reste humain quand même, oui. Oui, forcément, on est humain, on est sur cette terre, on est humain, on est humanoïde, on est là. Encore pour combien de temps, on ne sait pas. Peut-être que Elon Musk va nous remplacer très rapidement avec autre chose. Mais là, pour l'instant, on est là, donc on a ces aspirations. Mais moi, ce qui me fascine, c'est c'est de me réfugier dans l'amour et d'avoir cette notion d'amour accessible. Et ça, quel bonheur. Est-ce que c'est cette notion d'amour qui vous aide quand vous rencontrez des profils un peu difficiles? Il y a une histoire dans votre livre où on vous interpelle parce qu'il y a alors c'est une femme de ménage, je sais pas, et là vous vous retrouvez face à une forme de possession, face à une entité, oui, où ça m'impressionne. Je pense que j'utilise le mot peur cette fois-là, alors que je n'ai peur de rien. C'était peut-être la première fois que ça vous arrivait. C'est la première fois où j'ai été étonné, voilà, et donc submergé par un étonnement. Mais très rapidement, j'ai repris le dessus pour vaincre ça et faire en sorte de soulager cette personne. Après, je me suis posé des questions, donc je suis allé voir les prêtres exorciseurs du diocèse de Paris pour les rencontrer et avoir une discussion avec eux, parce que c'était quelque chose de très très étonnant. Cette perception du monde de l'invisible nocif comme ça, ça existe, mais ils sont rares. Elles sont rares. Après, on a il y a des personnes qui viennent où ce sont de véritables éponges. Elles ne se protègent pas. Et donc le fait de ne pas se protéger, elles sont sensibles à la misère humaine, à la jalousie, à la méchanceté des gens, à tout ça, à l'humain, quoi. Et elles intègrent, elles prennent tout ça. Ça, c'est compliqué aussi de leur faire comprendre qu'il faut vraiment se protéger. Et de quelle manière alors se protéger? S'aimer soi-même déjà. S'aimer. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, je leur dis, mais le matin, levez-vous, regardez-vous dans les yeux, dans la glace, bien au fond des yeux, dans la glace, et se dire, je t'aime. Mais il y en a plein qui peuvent pas le faire, qui ne peuvent pas s'aimer. Moi, j'ai une chance inouïe, c'est que je m'aime. C'est pas faire de l'égocentrisme, c'est pas ça. C'est en étant plein d'amour, il peut rien nous arriver. Et de l'amour de soi. On parle de notre amour propre. C'est fort. L'amour propre. Personne enfin, il y a très peu de gens qui décryptent cette notion d'amour propre. Mais c'est propre à soi, mais propre. Quel bonheur. Il n'y a pas d'aspérité, il n'y a rien du tout. Rien ne vient s'accrocher à ça. Donc là, on est protégé. On se dit, il peut rien m'arriver.
Et ça se ressent chez vous. Ça se ressent que vous vous aimez, et c'est pour ça que nous aussi on vous aime, vous voyez. Mais c'est exactement ça, Kate. C'est le fait que si tous les gens s'aimaient et diffusaient de l'amour, mais les autres seraient attirés et iraient vers cette notion d'amour. Moi, je suis très heureuse de vous avoir accueilli. Vraiment, ça a été un beau moment d'échange. Le moment est partagé, le plaisir est partagé et grandement, voilà. Je rappelle le titre de votre livre qu'on ne peut pas oublier, Flic guérisseur, chez Mama Édition. Tout à fait, Flic guérisseur, chez Mama Édition. La maison d'édition de Tigrane, que je vais bientôt recevoir d'ailleurs. Formidable, voilà. Et un grand homme, voilà. Et on n'oublie pas Mishka, sa collaboratrice aussi, son âme aussi, voilà, à Mama Édition. Merci. Merci Robert. Merci. Je vais vous inviter à signer notre livre d'or si vous êtes d'accord. Ben volontiers. Merci.